Chers amis, je vous dis avant tout un grand bonjour à toutes et à tous. Et aujourd'hui, nous allons avoir Sivan Cohen-Wiesenfeld, à qui je dis avant tout bonjour Sivan. Bonjour Monique. Sivan est la rédactrice en chef du site de l'Association française de l'Université de Tel Aviv. Et aujourd'hui, nous allons parler innovation avec Sivan. Sivan, il y a un grand sujet qui inquiète tous les êtres humains. Ce sont les microplastiques. Alors, je sais que à l'université de Tel Aviv, il y a un laboratoire qui est hyper actif, sans que ce soit péjoratif dans l'appellation, sur l'étude réalisée sous la direction du docteur Inès Zucker. Et à toi de nous en parler. À toi, Sivan. Merci bien. Alors, l'Université de Tel Aviv, en fait, c'est une université où il y a 9 facultés, donc ça couvre à peu près tous les domaines de la connaissance et d'ingénierie. Il y a différents laboratoires et donc là, de ce dont on va parler, eh bien, c'est une étude qui classe qui classe les produits plastiques selon la dangerosité pour l'environnement. Donc, on sait que les déchets plastiques constituent actuellement une énorme menace environnementale et que 5 îlots de plastique se sont déjà formés dans les océans sur une superficie totale qui atteint probablement des millions de kilomètres carrés. Et le principal danger, c'est celui qu'on appelle, de ce qu'on appelle les microplastiques, qui sont des particules de plastique qui se forment lors de la décomposition des produits en plastique et qui causent de nombreux dommages à l'environnement en général et au milieu marin en particulier. Plus les particules sont petites et plus leur potentiel est toxique et grand pour les animaux comme pour les humains, car elles sont capables à ce moment-là de traverser davantage de barrières à l'intérieur du corps, elles pénètrent la circulation sanguine et elles atteignent même le cerveau. Et donc, comme il n'est pas envisageable aujourd'hui d'arrêter complètement la production du plastique et son utilisation, eh bien, une équipe de chercheurs sous la direction du docteur, donc comme tu l'as dit, Inès Zucker, qui est la directrice du laboratoire de nanotechnologie environnementale de l'Université de Tel Aviv, a évalué le degré de dommage causé par 6 types de microplastiques les plus courants. Donc, ils ont pris 6 sortes de polymères. Le polymère, c'est le principal composant du plastique. Donc, 6 sortes qu'on retrouve de polymères qu'on retrouve le plus couramment dans l'eau de mer du monde entier. 3 d'entre eux produits à partir d'énergies fossiles polluantes, le polyéthylène qui est utilisé pour fabriquer les sacs en plastique, le polypropylène à partir duquel sont fabriquées entre autres les bouteilles de shampoing et les lunchbox, et le polystyrène qu'on connaît généralement sous la forme de la mousse utilisée pour l'emballage et également pour la fabrication des ustensiles jetables, les fourchettes, assiettes, etc. À côté de ça, ils ont étudié 3 types de polymères relativement verts. Le PET, qui est utilisé pour les vêtements et les pluches, le plastique à partir duquel sont fabriqués les sacs en plastique et le polypropylène à partir duquel sont fabriqués entre autres le PET qui est utilisé pour les vêtements et les peluches, le plastique à partir duquel sont fabriquées les bouteilles en plastique qui comprend 25 à 50% de composants recyclés et le PLA qui est le seul polymère à base d'amidon de maïs. Donc, pour évaluer le degré de dangerosité pour l'environnement de tous ces produits, on a testé 5 paramètres. La fréquence de la présence des particules, leur tendance à se décomposer suite à une oxydation ou une brisure mécanique et leur potentiel d'oxydation de l'eau et leur toxicité.
Donc, le processus de cette étude a duré 1 an. Pendant cette année, les échantillons des 6 types de plastique ont été placés sur le toit de la faculté d'ingénierie de l'université dans des récipients qui contenaient une solution simulant l'eau de mer. Ensuite, on a prélevé des échantillons des solutions dans lesquelles les différents polymères ont trempé, et puis on a filtré ces solutions pour obtenir l'extrait liquide dans lequel on coulait les additifs incorporés au plastique pour lui donner ses différentes propriétés, notamment sa couleur, et on a vérifié le degré de toxicité de tout ça, donc sur des bactéries marines. Merci, Alors, quels ont Sylvane. été... Avant, Pardon? tu vas pouvoir poursuivre, mais je vais projeter une photo du laboratoire, des membres de l'équipe, parce que toutes ces recherches, bien sûr, se font euh, autour d'une équipe hyper soudée. Les chercheurs de l'université sont enfin, vraiment la nouvelle génération est très active. Donc là, je voulais simplement vous donner les résultats de l'étude. Eh bien, donc, le produit plastique qu'on retrouve le plus fréquemment dans l'eau de mer du monde entier, c'est, on s'en doute, le polyéthylène des sacs en plastique. Il n'y a qu'à nager sur les plages de Tel Aviv pour savoir, pour être conscient de la fréquence donc, de ces sacs en plastique. D'autre part, l'extrait des adjuvants au plastique, donc tout ce qu'on met dedans pour faire la couleur, etc., s'est avéré extrêmement toxique pour les bactéries, c'est-à-dire ce qui est vivant, hein, ce qui veut dire qu'il faut faire très attention aux produits chimiques qu'on ajoute dans la fabrication du plastique. Mais le plus dangereux, eh bien, c'est le polypropylène qui est utilisé entre autres dans la fabrication des boîtes repas et des bouteilles de shampoing. C'est celui qui s'oxyde le plus et il multiplie par 3 l'acidité de l'eau, c'est-à-dire que ça a également une influence sur le changement climatique parce que ça diminue la capacité des océans à absorber le gaz carbonique. Donc, celui-là, c'est le plus dangereux. Ensuite, viennent dans l'ordre le polyéthylène des sacs du supermarché, le polystyrène, donc la mousse des emballages, le PET des tissus synthétiques et des bouteilles pour boissons. Et le moins nocif, eh bien, c'est le PLA, le polymère qui est fabriqué à partir d'amidon de maïs, qui est le plus sûr d'un point de vue environnemental et qui devrait constituer une alternative naturelle et renouvelable au combustible fossile. Donc, puisqu'il n'est pas envisageable aujourd'hui d'arrêter complètement la production du plastique et son utilisation, les chercheurs de l'Université de Tel Aviv recommandent aux fabricants et aux décideurs donc, qui sont aux prises avec ce phénomène de limiter au maximum l'utilisation du polypropylène, qui est donc le type de plastique le plus dangereux pour l'environnement. Alors, Sivan, merci pour cet exposé magnifique. Et maintenant, il y a aussi un sujet qui nous intéresse beaucoup, la consommation d'eau pour l'agriculture, entre autres les tomates. Alors, nous avons 4 grands sujets à étudier. Je pense que le sujet technique sur les tomates, et puis après, nous passerons à 2 autres sujets en respectant le temps de parole, car Zoom ne nous accorde que 40 minutes, donc il nous reste grosso modo un gros quart d'heure. À toi, Sivan, les Ah, tomates. effectivement, le sujet sur les tomates, les chercheurs de l'Université de Tel Aviv donc, ont réussi à cultiver des tomates qui consomment moins d'eau. Eh bien, donc, compte tenu du changement des conditions climatiques et de la diminution des ressources en eau potable dans de nombreux pays du monde, il y a une demande croissante pour les cultures agricoles qui consomment moins d'eau sans pour autant compromettre le rendement. Et en même temps, comme ces cultures dépendent quand même de l'eau pour croître et se développer, eh bien, il devient particulièrement difficile de trouver des variétés végétales donc appropriées. Et donc, cette étude, eh bien, il s'agit d'une avancée scientifique importante dans le domaine de l'agriculture,
Cette fois-ci, c'est le professeur Shaul Yalowski et le docteur Niv Sadeh de la Faculté des sciences de la vie de l'Université de Tel Aviv qui ont réussi à faire pousser des variétés de tomates qui consomment moins d'eau tout en préservant leur rendement, leur qualité et leur goût, et ce, en utilisant la fameuse technologie d'édition génétique CRISPR. Et donc, la découverte va contribuer à augmenter les rendements des plantes et dans des conditions de sécheresse qui est évidemment un apport très important. Alors, tout d'abord, il faut comprendre les processus de la vie de la plante. D'une part, l'eau de la plante s'évapore par un processus qu'on appelle la transpiration et en même temps, elle absorbe du dioxyde de carbone qu'elle transforme en sucre par le processus de photosynthèse et elle a besoin de ce sucre pour se nourrir. Alors, tous ces processus se passent par des orifices à la surface des feuilles qui s'appellent des stomates. Pas des tomates, mais des stomates avec un S devant. Et ces stomates peuvent s'ouvrir et se fermer. Pardon. Or, en cas de sécheresse, les plantes réagissent en fermant leurs stomates pour réduire la perte d'eau par transpiration. Et le problème, c'est qu'à ce moment-là, elles vont absorber moins de dioxyde de carbone et donc produire moins de sucre. Et donc, les tomates, par exemple, qui, dans ce cas-là, vont produire moins de fruits, les fruits vont être plus petits, moins savoureux et moins nutritifs. Et donc, dans cette étude, les chercheurs ont utilisé la méthode d'édition génétique CRISPR, qui est une méthode qui permet de désactiver des gènes en coupant une partie. Et donc, ils ont découvert qu'en désactivant un gène spécifique qui s'appelle le ROP9, ils arrivent à provoquer la fermeture partielle des stomates, et en particulier vers midi, lorsque le taux de perte d'eau donc par transpiration est le plus élevé. En revanche, le matin et l'après-midi, lorsque ce taux est plus faible, la modification du gène ne crée aucune différence notable. Et donc, comme les tomates sont restées ouvertes le matin et l'après-midi, les plantes ont pu absorber suffisamment de dioxyde de carbone et ont continué de produire la même quantité de sucre, même à midi, alors que les stomates étaient partiellement fermés par la modification du gène. Donc, résultat de l'expérience, pour évaluer l'impact de l'altération de ce fameux gène, donc qui s'appelle le ROP9, sur le rendement de la plante, les chercheurs ont mené une expérience sur le terrain qui a impliqué des centaines de plantes et les résultats ont montré que même si les plantes au gène modifié perdent moins d'eau au cours du processus de transpiration, leur processus de photosynthèse ne subit aucun effet négatif. Et de la même façon, la quantité des fruits et leur qualité, c'est-à-dire leur teneur en sucre, reste inchangée. Tu voulais dire quelque chose, Oui, non, je Monique? disais que la photo que tu m'as fait parvenir est magnifique du laboratoire, de trois des membres du laboratoire qui s'occupent avec ces plants de tomates. Et alors, avant même de parler d'un sujet auquel je tiens, mais qui nous permettra peut-être de terminer après, je voudrais que tu nous parles maintenant, s'il te plaît, Sivan, de la nouvelle filière d'intégration académique pour les nouveaux immigrants francophones. Ça, c'est vraiment un scoop et ça intéresse énormément la communauté francophone en Israël. Oui, absolument. Donc ça, c'est une grande nouvelle pour les jeunes nouveaux immigrants francophones. Donc, en réponse à la demande croissante d'immigration en Israël, des jeunes juifs français depuis le début de la guerre du 7 octobre, l'Université de Tel Aviv, en collaboration avec le ministère israélien de l'intégration et de l'immigration, eh bien, a décidé d'introduire une nouvelle filière d'intégration académique à partir de la rentrée universitaire prochaine. Donc, les francophones pourront postuler pour un programme de licence en sciences sociales, politiques et économiques d'un an avec un choix de 5 domaines d'études. C'est la première fois que l'Université de Tel Aviv va proposer une filière d'études en français. Jusqu'à présent, la seule possibilité, c'était en fait dans le cadre du département de français qui est devenu donc programme de culture française, mais ce n'était pas dans le cadre des études globales. Là, ça n'a rien à voir donc puisque c'est un programme de sciences sociales.
Ce sera le seul programme de sciences sociales enseigné en français en Israël pour le moment. Et les nouveaux immigrants pourront commencer à étudier en français, donc pendant un an, puis passer au programme en hébreu à partir de la deuxième année et obtenir leur diplôme de fin d'études en hébreu. Alors donc ce programme, donc programme francophone de licence en sciences sociales, politiques et économiques, va proposer un choix de 5 domaines d'études qui comprend l'économie, les sciences politiques, la communication, l'anthropologie et la sociologie et les études sociales. En plus, il y aura un apprentissage de l'hébreu pendant un an entièrement financé, avec des cours intensifs pendant les vacances semestrielles et des cours d'hébreu supplémentaires tout au long des semestres. Et avant de passer à la filière en hébreu, les étudiants devront passer l'examen IAL pour évaluer leur maîtrise de la langue. Ils auront de plus la possibilité de travailler à temps partiel pour acquérir une expérience donc du terrain en Israël, ce qui rendra plus pertinente leur candidature à des emplois après l'obtention du diplôme. Ils recevront le soutien d'un conseiller pour étudiants nouveaux immigrants sur le campus tout au long de leurs études, donc pour répondre à toutes leurs préoccupations universitaires et autres. En plus, il y aura des services de psychologiques, donc soit par un travailleur social, soit par une structure de soutien psychologique subventionnée par l'autorité israélienne des étudiants et évidemment les financements, un financement partiel ou total et également des subventions d'aide au logement les subventions d'aide au logement qui sont disponibles pour les nouveaux immigrants. Donc, qui peut postuler? La filière est ouverte aux nouveaux immigrants ayant fait leur aliyah il y a moins de 3 ans. Et l'âge maximum est de 27 ans. Donc, il s'agit d'un programme de licence. Donc, l'âge maximum pour postuler est de 27 ans. Et élément très important, les étudiants nouveaux immigrants seront dispensés des tests psychométriques qui sont obligatoires pour les Israéliens, ce qui est évidemment un gros avantage. Donc, faire son aliyah, on le sait, c'est une décision très importante. Et ce nouveau programme de l'Université de Tel Aviv va offrir aux nouveaux immigrants une opportunité de s'intégrer en douceur dans la société israélienne et dans son système éducatif. On pourra vous envoyer éventuellement le lien pour vérifier votre éligibilité, en savoir plus sur ce programme. On pourra le mettre, si tu Sur veux, la dans page, oui, tout à fait, absolument. Alors, voilà. Sivan, je crois qu'il y a un seul département pour lequel ça n'est pas possible, c'est la médecine. Oui, non, ce qui est pas possible pour la médecine, c'est au niveau des psychométriques. Ah oui, d'accord. Oui, c'est ça. Donc, la médecine se réserve le droit au niveau national, d'ailleurs. C'est pas uniquement l'Université de Tel Aviv, mais donc de décider des critères d'entrée euh, euh, dans les départements donc, de médecine d'Israël. Alors, Sivan, Voilà. pour terminer, il y a un sujet qui m'intéresse tout particulièrement et qui va intéresser pratiquement tous les présents, la situation de l'université en période de guerre et ce que vous proposez pour les femmes réservistes. On peut dire quelques mots de ce qui se passe à l'université. Il y a eu 6 000 étudiants depuis le début de la guerre qui ont été mobilisés dans la réserve. Et effectivement, parmi ces 6 000 étudiants, il y a un tiers de femmes. Également, il y a une vingtaine d'étudiants de l'université qui sont morts soit pendant la guerre, soit pendant l'horrible journée du 7 octobre. Et il y a une soixantaine de familles de l'université qui ont été directement touchées, c'est-à-dire qu'elles ont perdu un proche du premier degré. Donc, il y a une espèce d'ambiance un petit peu traumatique à l'université de Tel Aviv, comme un peu partout en ce moment en Israël. Alors, pour parler plus de ces femmes, parce que effectivement,
le fait qu'il y ait un tiers de femmes parmi les réservistes, en tous les cas à l'Université de Tel Aviv, c'est quelque chose qui intéresse. Sur les 6 000 étudiants qui ont été mobilisés dans les réserves, il y a 2 228, soit 34% de femmes. Et en plus, fin janvier, alors que la plupart des réservistes ont été libérés, il y avait encore 2 545 étudiants de l'université mobilisés, dont 29% de femmes. Alors, la plus grande partie des femmes mobilisées viennent de la faculté de médecine, puis ensuite de la faculté d'ingénierie et de celle des sciences de la vie et des sciences exactes, ce qui est un petit peu différent du profil des hommes mobilisés, dont la plus grande partie, en tous les cas à l'université, oui, provient de la faculté d'ingénierie et en deuxième position, la faculté des sciences exactes et enfin les sciences de la vie. Alors, le fort pourcentage de femmes s'explique probablement tout simplement parce que la contribution grandissante des femmes devient évidente dans tous les secteurs de la vie, de la société, à la fois dans la vie publique, au sein de la société civile et donc également dans l'armée. Les femmes servent pratiquement dans toutes les unités, y compris les unités combattantes, dans l'unité de sauvetage du commandement du front intérieur pour la protection des habitants, dans le corps médical, donc au front, dans le système d'apprentissage opérationnel des forces terrestres pendant le combat, dans les blindés, dans les unités logistiques et technologiques, etc. Les équipes sont de plus en plus composées d'hommes et de femmes et les étudiantes donc, qui ont été mobilisées rapportent qu'elles ont un sentiment très fort d'accomplissement et une conscience d'apporter une contribution significative à l'effort de guerre commun. Elles font preuve d'engagement, de dévouement, de détermination, que ce soit sur le terrain ou sur le front intérieur, et elles n'hésitent pas à se mobiliser pour remplir leurs responsabilités nationales et militaires dès qu'elles sont appelées. Donc, effectivement, il est important de noter que l'université fait vraiment tout ce qu'elle peut pour venir en aide à ces étudiants mobilisés, diverses mesures d'assistance pour leur permettre de reprendre leurs études tout en comblant les écarts sociaux et financiers créés par cette situation. Donc déjà, l'année universitaire en Israël a été repoussée jusqu'au 31 décembre, ce qui donc était en retard de 3 mois pour permettre aux étudiants réservistes de revenir. Donc, tous les étudiants qui ont servi dans les réserves ont droit à une allocation allant de 2 000 à 9 000 shekels, en fonction bien sûr de leurs besoins et de la nature de la nature et de la durée de leur service. Ça, non seulement en reconnaissance de leur service à la nation, mais aussi pour tenir compte du fait qu'ils devront consacrer par la suite plus de temps et plus d'efforts à leurs études pour se réadapter à leur vie quotidienne et retourner également gagner leur vie, puisque les étudiants israéliens travaillent à côté de leurs études. Et on sait que cette réadaptation eh bien, n'est pas facile. Et récemment encore, lorsque le président Herzog, il y a une semaine, est venu sur le campus où il a voulu rencontrer des étudiants réservistes, eh bien, ils lui ont expliqué que le passage donc, du jour au lendemain de Khan Younes au banc de l'université est extrêmement problématique, qu'ils ont du mal à se concentrer et à se remettre à leurs études comme si de rien n'était. Alors, donc, l'université a organisé des semaines de rattrapage pour combler les lacunes universitaires et aider ceux qui servent encore dans l'armée. À côté de ça, il y a des cours hybrides, des cours enregistrés organisés par les différentes facultés. Et récemment, l'université a également pris une grande décision, c'est de dispenser les réservistes qui cherchent à être admis en licence des tests psychométriques, donc ces fameux tests dont on a parlé tout à l'heure, qui sont des tests standards sur lesquels se fait la sélection donc pour l'entrée des universités en Israël, sachant que ces examens se déroulent en décembre et en avril et que donc les réservistes n'auront pas eu le temps de s'y préparer. Il me tient à cœur de rappeler que le 15 novembre a eu lieu à l'université de Tel Aviv la projection du court-métrage de Yahav Weiner, The Boy, qui a été lâchement assassiné le 7 octobre et qui était l'époux d'une de vos étudiantes.
de l'Université de Tel Aviv. Oui, absolument. Et donc, on a projeté donc un film qu'il avait, The Boy, voilà, exactement. Et effectivement, le nombre d'étudiants, donc on en a parlé, qui ont été directement touchés, ou enfin, qui sont morts au front. Et également pendant le festival Nova, donc qui a eu lieu le 7 octobre. C'était extrêmement traumatique. Cette étudiante là dont tu parles, je crois me rappeler qu'elle est du kibbutz Be'eri, et Oui, donc elle a raconté comment eh bien, son mari, en fait, l'a sauvée et lui a permis de s'échapper avec son petit enfant. Elle est également, elle boite déjà, enfin, elle-même. Donc, enfin, il y a des centaines d'histoires comme partout dans le pays qui sont effarantes, qui sont des histoires vraiment, tout ce qui s'est passé ce jour-là. Euh, L'université a récemment aussi fait planter une allée mémorielle donc sur le campus, donc en mémoire des gens qui sont tombés le 7 octobre, et par la suite dans la bande de Gaza. Et là aussi, il y a eu une mère qui a parlé de son fils qui allait terminer donc son doctorat, et il a été appelé, et donc il est parti tout de suite, il est parti le 8 octobre, et il a lutté dans la bande de Gaza jusqu'à ce qu'il tombe donc au combat. Et il y avait également aussi, il y a des étudiants de l'université et des étudiantes qui ont leur compagnon qui est en otage actuellement. Et donc là, on a entendu aussi des témoignages qui étaient absolument poignants et tellement tristes. Sivan, Ouais. j'ai mis sur la page de Santé, Bien-être, Culture, Innovation un mail sur lequel j'invite les participants à poser leurs questions. Je te les soumettrai et je leur présenterai les réponses de Sivan et des différents laboratoires qui seront contactés sur la page ou sur leur mail. Donc, j'invite tous les participants à m'envoyer sur le mail santéculteinnove@gmail.com vos propres mails. Comme ça sera plus facile pour vous répondre. Je remercie avant tout Sivan Cohen-Wiesenfeld, qui est la rédactrice en chef du site de l'Association française de l'Université de Tel Aviv. Un grand merci, Sivan. Le, Ben, merci à vous de m'avoir reçu aujourd'hui. merci, C'était un Sivan. plaisir. Le mail figure directement sur le chat pour ceux qui voudront se connecter sur le mail. Quant à moi, je dis un grand merci à tous les participants et je dis à la semaine C'était prochaine. très intéressant. Merci, puisque nous maintiendrons le rythme d'un atelier Monique, pour santé, bien-être, culture, innovation. Monique, Merci, il te reste Sivan. encore 5 minutes. Il te reste encore cinq Au minutes revoir. si tu veux faire parler les gens. Ah oui, c'est vrai, si vous avez des questions en direct et si Sivan est prête à vous répondre, parce que je sais qu'après, elle a une réunion très importante, quelqu'un veut-il prendre la parole? C'est santé cultine. C'est Pardon? santé culture ou santé Non, c'est sur santé. le. Ah, le mail, tu l'as sur le chat, Maude. Santé, Oui, ben il y a écrit Cultinov. cultine. Non, attends. Ah, ok, ok. Cultinov. J'ai compris, j'ai compris. Pas Cultinov. OK? Oui, oui, j'ai compris. Alors, Parfait. Eva a une question à poser. Vas-y, Eva. Oui, question qui m'est très importante par rapport à la pollution causée par le plastique et les sacs et tout ça, dont j'ai vraiment conscience. Qu'est-ce qui est fait d'un point de vue gouvernemental et qu'est-ce qu'on peut faire en individuel à part ne pas demander des sacs en plastique? Et c'est déjà pas facile ici en Israël. Alors, j'ai cru Ouais. comprendre au travers de l'exposé de notre ami Sivan que le maïs est vraiment la culture
à développer pour modifier justement ces compositions de plastique? Oui, c'est au niveau des fabricants, c'est là que il y a la chose la plus importante à faire, c'est-à-dire que les fabricants doivent eux-mêmes essayer de passer à des plastiques qui utilisent des matières premières qui sont moins toxiques que les autres, quoi, et réduire au maximum celui qui est le plus toxique. Donc ça, c'est les recommandations des chercheurs de l'Université de Tel Aviv. Maintenant, Il ce qui est faudrait fait que au niveau, l'État fasse quelque chose pour mettre ouais, mais pour oui, ce qui est fait au niveau gouvernemental, bon, ben, il fut un temps, bon, dans l'ancien gouvernement, là, celui qui est tombé, il y avait un, un ministère de l'environnement qui était plus actif et qui a essayé de limiter ces productions de matières plastiques, etc. Mais bon, je ne sais pas ce qui est fait actuellement. Alors, souhaitons le meilleur pour ces collaborations entre l'État et les différentes universités en Israël pour faire avancer l'innovation et le bien-être de tous les Israéliens et de tous les humains dans le monde. Je voulais savoir si on peut avoir un mot sur les plastiques recyclés. Ce que j'ai vu, c'est que les plastiques recyclés, il faut une certaine quantité de plastique qui n'a pas été utilisée. Donc, on continue d'activer la filière produire du plastique pour pouvoir avoir un objet en plastique recyclé. Est-ce que c'est réel ou pas? Alors, ça, je pense que, Déborah, je pense que c'est très technique. Donc, Sivan, ça serait bien que tu fasses remonter l'information au laboratoire D'accord, d'accord. pour avoir vraiment leur idée la plus précise, car notre ami Sivan est le porte-parole, mais là, ça devient très technique et ça serait bien que le laboratoire soit informé de la question. Merci, Sivan. Au revoir. Merci beaucoup. Merci, Sivan. Kol Tov. Au revoir. Au revoir à tous et à toutes. Merci beaucoup.